Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment fonctionnent les zones de supply and demand. Donc on commence tout de suite avec un exemple théorique. Donc on va dire que le prix arrive comme ceci, ok? Il touche la zone de demande et ensuite, donc il reste dans cette zone, il nous donne des petits mouvements, par la suite il la dépasse légèrement et ensuite il prend une ascension haussière pour tester la zone de supply et ensuite chuter, d'accord? Donc c'est ce qu'on va voir essentiellement dans cette vidéo, comment fonctionnent les zones de supply et les zones de demande. C'est parti. On se retrouve une nouvelle fois sur GBP/USD pour pouvoir donner ces exemples. Donc on va voir tout de suite où se positionnent nos zones de supply and demand. Donc ici nous avons un dernier lot qui se dessine sur le marché. Ceci est une zone de supply. Comme tu le vois, cette zone n'a pas tenu dans le temps car elle se fait break à ce niveau-là. D'accord? Par contre, ici, nous avons une zone de supply. Une zone de supply qui est en haute time frame, donc en grosse unité de temps, et d'autres qui sont en petite unité de temps à ce niveau-là. Et tu vois que le marché teste la zone ici, 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 et de nouveau ici, tout en continuant sa tendance. Et en fait, ces zones donc peuvent être permanentes. Quand je dis permanente, ça veut dire dans le temps, elles vont être amenées à ne plus l'être, bien entendu. Mais quand elles fonctionnent temporairement comme celle-ci, elles peuvent permettre au prix de nous donner des tests et nous des zones d'entrée. Donc on va voir ça tout de suite. Par exemple ici, à ce niveau, quand on observe bien, donc on a une zone de supply à ce niveau-là, ok, et une autre zone de supply qui se fait tester à plusieurs reprises dans cette zone. Comment je peux déterminer cette zone de supply? Eh bien, c'est une zone qui avait déjà été testée et que le marché nous donne justement une grande impulsion qui break la structure. Donc à partir du moment où on a un break de structure comme ceci à ce niveau, le break est clair, d'accord? Et clair et bien épuré. Une fois qu'on a notre BOS, on peut voir qu'effectivement le marché il revient le tester, puisqu'après une cassure, qu'est-ce que le marché est censé faire? Un retracement. Le marché casse, il retrace, il casse à nouveau, il retrace. Ça ne veut pas dire que ça doit être instantané, mais là, on a le cas présent. Le marché casse, il retrace dans sa zone de supply. Là, ici, il ne casse pas, il retrace, il casse, et il retrace de nouveau, en restant dans la même zone de supply. D'accord? On continue. Donc, il y a des zones de supply intermédiaires, ce qu'on peut appeler de l'order flow. Donc, les zones intermédiaires d'order flow sont comme celles qu'on avait vues juste ici. Là, le marché, ici, c'est le dernier lot. Ici, on peut voir que cette zone nous donne une zone de demande qui break ici la zone de supply, d'accord? Parce qu'avant qu'elle se fasse break, cette zone, là où j'ai mis la flèche, était une zone de supply, puisque le marché, comme tu le vois ici, il l'a testé. Ensuite, il a break ce lot. Par contre, suite à ce lot, le marché casse la structure, donc il casse la zone court terme de supply pour ensuite tester sa zone de demande avant de s'en aller. Donc on va prendre un exemple en grosse unité de temps pour que tu puisses bien voir ce que je veux dire. Donc si on prend un cas présent, donc on regarde ici, si je prends toute cette zone qui est ici, ici nous avons une zone de supply. Le marché a cassé la structure et là, ici, le marché est revenu dans cette zone pour ensuite le retester, toujours dans la même zone, et ce qui nous permet d'avoir des zones intermédiaires. Donc, voyons ça ensemble. Là, ici, si je prends, par exemple, donc cette dernière bougie est la dernière impulsion haussière avant la cassure. Si je prends cette dernière bougie de bout en bout et que je trace ma zone comme ceci, je vais changer la couleur pour que tu puisses voir. Hop. Donc la zone orange nous donne la zone de supply majeure. Pourquoi elle est majeure? Parce que c'est celle-là qui nous a donné le low high avant la cassure majeure du lot qui est ici.
Une fois que ce lot se fait casser, on voit que le marché, ici, il crée une zone intermédiaire de demande, donc comme ceci, d'accord? Cette zone se fait tester après la cassure donc du dernier lot majeur. Il y a une cassure majeure, le marché break, teste et il part. Mais il part pour aller où? Pour retourner dans la zone de supply majeure. À l'intérieur de cette zone supply majeure, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le marché qui break ici à ce niveau. Donc on a un BOS très clean, très très clean. Et là, quand le marché retrace, nous avons une nouvelle zone de supply qui se définit pour moi par cette zone de chandelier. D'accord? Donc là, par rapport à ce que je te disais avant sur les zones de supply ou demande en EDF, ici, tu as une zone de supply en EDF. Donc quand tu regardes le marché ici, hop, le high de cette mèche, celle-ci juste là, ne dépasse pas le high de ce doji. Donc ceci est une zone de supply d'order flow. Un autre exemple, le lot de cette bougie, donc le bout de la mèche, c'est le lot de la bougie, ne se fait pas casser par les bougies qui suivent. Donc c'est une zone de demande. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché alterne entre zone de demande et zone d'offre, puisque le marché est censé avoir un équilibre. Et quand il alterne entre zone de demande, il monte, et les zones d'offre, donc les supply, il descend. Ce n'est pas systématique, bien entendu, il faut suivre sa tendance, mais quand on regarde comme ceci, ça fonctionne partout sur les marchés. On va changer de paire pour que du coup tu puisses voir. On va aller sur GBP/JPY par exemple. Donc là, ici j'avais déjà dessiné quelques zones. Comme tu vois ici, j'attendais un setup. Le marché a dépassé ma zone de supply, donc à ce niveau-là. Ça, c'était un setup que j'attendais depuis fin février. Le marché a réagi en petite unité de temps à cette zone, mais là, par la suite, il a dépassé le dernier high, puis la break. Donc ici, on a une cassure, ici, un BOS. Ce BOS, pour l'instant, ne nous donne pas plus d'informations, d'accord? Peut-être que le marché va revenir à ce niveau-là, ou peut-être qu'il va revenir dans une zone intermédiaire qui se situe dans ces eaux-là. Ok? Donc, pour revenir à ce que nous disions concernant les zones de supply and demand, ici on a une zone de demande, et comme tu le vois, là, c'est une grande zone quand même. Le marché a testé une première fois, ici, il s'en est allé, il est revenu retracer pour tester la zone de demande qui est interne donc à celle de la mèche que tu vois ici. Donc cette mèche, c'est lié à l'impulsion, mais aussi aux bougies qui se sont assemblées pour créer cette bougie de 4 heures. Par la suite, on a une grande impulsion encore de nouveau pour revenir dans une zone qui est à ce niveau-là. Donc ça, c'est des zones intermédiaires par rapport aux zones extrêmes. Les zones extrêmes, ce sont eh bien tes extrêmes. Une extrême, on a une extrême ici, comme tu peux le voir, et on a une extrême ici. D'accord? Tout ce qui se trouve entre les deux lignes bleues, c'est de l'interne. Donc entre cette zone qui est ici et cette zone qui est ici, ce que le marché fait au milieu, c'est interne. Certes, on est en 4 heures, mais ça ne veut pas dire que les mouvements qui sont là ne comptent pas. D'accord? C'est juste que par rapport à ce que je t'explique actuellement entre zone de demande et zone d'offre, donc la supply, il y a beaucoup de zones de demande et d'offres qui se mettent en place. Il ne faut pas se perdre avec celles qui sont majeures, donc celles en grosse unité de temps sont les majeures, et celles qui sont mineures, celles qui se trouvent en petite unité de temps. Comme tu peux voir ici, on a une autre zone ici de supply qui tient le marché un certain temps. Par contre, si on revient à notre structure, on voit que ici, on a un high low qui se dessine, un autre high low qui se fait tester et qui se dessine aussi. Et par la suite, le marché prend une course haussière.
Donc, même si on voit ici zone, certes, de supply, il faut pas être matrixé par le fait que, comme c'est une zone de supply ici, le marché est censé revenir à cette zone de demande. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La manière dont ça fonctionne, c'est tout simplement où est-ce que moi je prends mes zones pour pouvoir agir sur le marché. Donc je vais te montrer ça maintenant. Imaginons que maintenant je veuille entrer sur le marché à un niveau qui se trouve dans ces eaux-là. Je vais forcément regarder sur la gauche et quand j'observe sur la gauche, je vois que j'ai cette zone de demande. Ok, j'ai celle-ci qui a déjà été testée et du coup elle me donne une autre zone de demande. Je ne trace jamais toutes les zones de demande et toutes les zones d'offre. Ça ne sert à rien, ça prend trop de place sur le graphique et je n'aime pas ça. Mais quand j'observe comme ceci, ça me permet de voir les réactions du marché. Et comment je peux savoir où le marché va réagir? C'est en regardant sur la gauche où le marché m'a laissé des indications au niveau des chandeliers. Donc, pour te donner un exemple beaucoup plus pratique, quand tu vois ici que le marché a testé la zone que tu as tracée, il faut que tu attendes une réaction. Cette réaction ne se fait pas attendre longtemps, elle est tout de suite devant toi. Donc cette réaction vient, par la suite, le marché ne break pas les highs qui sont ici et retrace pour retester cette zone. Donc là, tu peux avoir justement la suite du mouvement. Si tu n'es pas rentré ici, ce n'est pas grave, au moins tu as eu ta première réaction, tu patientes, le marché retrace. Ici, tu as probablement des confirmations dans ce lot en petite unité de temps pour pouvoir prendre ce mouvement. Ok? Je vais à nouveau changer de paire pour pouvoir te montrer ça. Donc ça, celle-ci, c'est la paire que je préfère pour les zones de demande et les zones d'offre. Euro-USD est l'une des meilleures paires en order flow. Donc quand tu observes ici, tu vois que là, le marché, il a clean juste en dessous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on regarde à l'intérieur. Pourquoi? Donc c'est ici que le marché a décidé d'interagir. Si là, dans mon unité de temps, je ne vois pas clairement ce qui se passe, je peux changer d'unité de temps pour que du coup les chandeliers me donnent beaucoup plus d'informations compressées sur le marché. Donc là, quand je regarde, ici, tu vois, là, j'ai un doji qui me donne des informations potentielles sur le marché. Et quand je te disais que RUSD est une paire qui réagit très bien aux zones d'order flow, regarde bien à quelques pips près, là le marché est bien, là pour eux c'est testé. Et là vraiment, tu te diras oui, c'est compliqué de rentrer ici, mais dans la manière dont le marché s'est dessiné, avec les zones de supply and demand, tu vois que effectivement, il y a du potentiel à prendre cette position. Par contre, le comment le prendre, c'est le sujet d'une autre vidéo. Ici, tu peux voir qu'on a une zone de demande qui a été testée plusieurs fois. Elle a été testée un nombre de fois pour ramener le marché, mais malheureusement, son mouvement a été avorté puisque on n'a pas cassé le high qui se trouvait ici. Et étant donné qu'on n'a pas cassé ce high, la zone de demande s'est fait détruite à ce niveau. Tu vois, une grande cassure très rapide, donc ça a dû être lié à une annonce économique ou tout simplement le fait que nous étions dans les premiers jours de trading de l'année. Donc, par la suite, le marché a rapidement retracé. Et là, comme tu peux voir ici, on a une zone de range consolidation pour encore faire continuer le marché. Si tu n'as pas encore vu la vidéo que j'ai faite en range consolidation, elle s'affichera à ce niveau-là sur ton écran. Donc ensuite, on va continuer. On va aller en petite unité de temps parce que je sais que beaucoup aiment ça. Donc ici, on va tracer des petites zones intermédiaires. Donc c'est vraiment des zones intermédiaires. Ce ne sont pas des zones majeures pour que tu vois comment fonctionnent les zones de supply and demand en intermédiaire. Donc si par exemple tu veux faire du suivi de tendance classique en scalping, tu vois qu'ici le marché il est venu tester une fois ici cette zone de demande. Il nous a donné la même réaction que sur GBP JPY que je t'ai montré juste avant. Donc là on a une grande impulsion parce que la zone a été testée une fois, deux fois. Par la suite, le marché revient, mais il ne break pas le lot qui se trouve ici. Là, le marché part, on retrace, et ensuite, on a des cassures. Ces cassures, par contre, ce ne sont pas des cassures majeures, ce sont des cassures internes.
interne à quoi? On se situe entre ce high, au moment T là où je te montre, on se situe entre le high qui est ici, là, donc les 1,0735, et le low qui est ici au 1,0443. Donc, cette zone intermédiaire, comment justement on peut la trader? Eh bien, une fois que le marché t'a donné ton impulsion, ici, on a une cassure en petite unité de temps. Donc, en plus petite unité de temps, c'est une cassure qui est très claire. Là, c'est juste le bout de la mèche. Par la suite, le marché vient tester juste là, donc, notre zone de demande. Et elle teste encore une fois la zone de demande qui avait été laissée par le marché suite à la première réaction haussière qui se trouve juste ici. Donc j'essaye de simplifier ça au maximum, donc je jongle un peu mentalement pour pouvoir t'expliquer ça simplement, parce que ce n'est pas compliqué en soi. Mais il y a beaucoup d'informations que j'ai déjà, que j'essaye de ne pas trop te donner en même temps, pour ne pas que tu te perdes avec toutes les informations. Concentre-toi juste sur ce que je dis là pour l'instant, sur les zones de supply and demand, pour comprendre les réactions. Comme tu peux voir ici, impulsion, retracement, ici, c'est une zone de demande. Après, combien de temps elle va tenir dans le temps, ça c'est une autre question. Mais là, c'est comme ça que ça fonctionne, les zones de supply and demand. Ici, nouvelle zone. Et tu vois que quand je te disais que EURUSD est une paire qui respecte beaucoup son order flow, c'est qu'une fois que le marché te laisse une indication au niveau des chandeliers, donc au niveau des doji ou encore des zones de supply ou de demande, tu vois qu'une fois qu'il a fait son mouvement haussier, il retrace, il revient dans la zone qu'il a laissée, il refait un mouvement haussier, il retrace, puisque là du coup tu vois que ça monte bien en escalier ici, il retrace et il continue sa course, là pareil, retracement, et il revient dans cette bougie, cette grande bougie. Par contre, une fois que le marché ici te donne des indications donc baissières, comme tu peux le voir juste là, donc ici on a un high. Par contre, comme je l'ai déjà dit en l'une des vidéos postées sur la chaîne, quand on est dans une tendance haussière, le marché ne crée pas de lower high. D'accord? Le lower high, c'est un haut plus bas que le précédent. Et là, où est-ce qu'on peut voir un lower high? On en a un juste ici. D'accord? Lower high qui respecte une zone de supply. On ne la voit pas visiblement parce que le marché ne nous dit pas directement, oui, c'est ici une zone de supply, mais elle est présente. Et comme tu vois, après ici, on a de l'order flow de zone de supply. Et ça continue encore et encore. Là, ici, on a une belle zone de range en petite unité de temps qui se fait tester à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Par la suite, le marché, il s'en va. On continue. Ici, zone de supply, zone de demande, pardon. Et elle est testée directement par ce chandelier. Le marché monte, il retrace, et là, le marché retrace quoi? La première bougie qui a donné l'impulsion. Et juste avant cette bougie, on a une fausse indication baissière avant le mouvement haussier. Fausse indication baissière, mouvement haussier, fausse indication baissière, mouvement haussier, indication baissière. Le mouvement il part, et là il part pour de bon. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire que ça suffit pour confirmer que le marché va remonter jusqu'ici. Je le répète souvent, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, à l'intérieur de ce mouvement qui est ici, donc là on est en petite unité de temps, on a des zones de supply. Et cette zone, je vais changer la couleur à nouveau, quand tu regardes dans la zone rouge, même si le marché dépasse légèrement la zone que j'ai tracée, est-ce qu'on dépasse la dernière mèche qui est ici? Non. Est-ce que quand le marché teste, avant de casser ici, est-ce que tu as l'impression que les mèches là qui suivent ici et ici ont cassé ce lot, celui-ci? Non. Donc j'espère que tu pourras faire attention à ça. À l'avenir, je ferai davantage de vidéos sur les zones de supply and demand, puisque du coup c'est quand même un concept qui est très intéressant pour pouvoir mieux se positionner sur des mouvements. Je vais te montrer encore
juste un autre que j'avais déjà vu en HTF. C'était un trade que j'avais pris mais que je n'ai pas gardé et qui était parti extrêmement, extrêmement loin. Donc, quand tu regardes ici on a notre dernier high, ok. Le marché ne revient pas. Là, ici, j'avais pensé que justement, comme sur JBP, JPY, ça aurait été cette zone. Le marché l'a légèrement dépassé et tu vois, il s'est retrouvé entre les deux. D'accord? Une fois qu'il s'est retrouvé entre les deux, on a nos confirmations structure. BOS à ce niveau. BOS encore à ce niveau-là. Et là, BOS encore ici. Et en haut, donc quand tu regardes à ce moment-là, quand on a les BOS baissiers comme ça, il faut que tu regardes tes zones de supply. Quand on baisse, on regarde les zones de supply et quand on monte, on regarde les zones de demande. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un maximum de pouces bleus et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé.